Aujourd'hui, je te donne ma critique complète de la Polar Gritix Pro. Allez, c'est parti! Alors, la Polar Gritix Pro, je l'ai testé pendant quelques semaines, j'ai enregistré plusieurs tutoriels avec, je l'ai exploré de fond en comble et comme tu peux le voir derrière, je teste beaucoup de montres, alors je suis capable de m'en faire une idée rapidement. Alors pendant que je fais mes tests, j'ai un guide de notes que je remplis et on va passer au travers de toutes ces notes que j'ai prises pendant que je l'ai essayé. Alors, la première chose à savoir, c'est qui est-ce que je suis, hein? Parce que quand on achète une montre, tout le monde va en faire des utilisations différentes. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Alors, qui suis-je comme utilisateur de montre? Eh bien, les sports que je fais le plus régulièrement, c'est la marche, le vélo, le hiking, la marche en montagne, et la course. Pas beaucoup de courses. Je vais faire des activités que je vais varier. Le mode multisport est important pour moi. Et la montre, je l'ai essentiellement utilisée en marche, en course et en montagne parce que c'est l'hiver. Donc le vélo, on y repassera. Alors le premier point de ma critique est sa qualité de fabrication. On a quelque chose de quand même vraiment bien. Sans plus. Si on y va au niveau de la façade, on a des beaux matériaux. On a un métal, par cœur, je ne sais pas c'est lequel, mais on a une belle qualité de fabrication. À l'avant, on a une gravure au niveau des chiffres. Vraiment très bien, très bien incrusté. Et on a un beau métal brossé. Les boutons, encore là, très bien. Tu vois, sur le côté, on a même le fameux Gritix Pro qui est gravé dedans. J'aime beaucoup la touche qui ont été mettre au châssis de la montre. Mais quand on regarde à l'arrière, je trouve que ça se gâte un peu. Ça fait très plastique. En fait, c'est du plastique. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une finition un peu bombée. C'est pas très bien fait, je trouve. Au niveau du capteur cardiaque, lui, par contre, je trouve qu'il semble de très bonne qualité, tout en métal. Vraiment, non, on a une belle qualité de fabrication, mais sans plus. Elle aurait pu être retravaillée à l'arrière, mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir un arrière si bien travaillé sur une montre? Le point suivant est concernant la quantité de modèles qui sont disponibles. Est-ce que tu es obligé d'avoir ce modèle noir ou est-ce que tu peux en avoir un rose, mauve ou peu importe? Eh bien non, tu as seulement 3 choix de modèles pour ce modèle-là très précisément. Donc moi j'ai pris le modèle noir, mais il s'en fait un beaucoup plus clair aussi. Je ne connais pas les autres modèles par cœur, mais tu as 3 choix de couleurs. Et si tu veux mettre un peu plus d'argent, tu peux aussi avoir le modèle en titane, qui va être encore d'une autre couleur. Par contre, si tu y vas en titane, tu dois y aller avec la couleur qui est proposée. C'est la seule. Voilà. Le point suivant est concernant la précision du GPS. Eh bien, c'est très bien. Hein? Ça fonctionne très bien. Je n'ai pas comparé avec 8 montres en même temps, là, mais je veux dire, quand je marche dans la rue, je reste du bon côté de la rue. Quand je tourne un coin de rue, ça tourne au coin de rue. La position du GPS me semble excellente. J'ai peut-être remarqué quand je vais en montagne, en forêt avec les arbres et tout, peut-être quelques petites oscillations, mais vraiment très minimes. Alors, vraiment, aucun problème en ce qui a trait à la précision du GPS. C'est excellent. Le point suivant est concernant la précision du capteur cardiaque. Et là, c'est la force de Polar. Hein? Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est le meilleur capteur cardiaque que j'ai sur toutes mes montres confondues. Je suis un utilisateur avide des montres de Garmin et surtout, disons, sur les derniers modèles qui sont sortis chez Garmin. Celle que j'ai à mon poignet en ce moment, c'est la Fenix 7X. J'ai aussi la Epix 2, j'ai aussi la... bref, je les ai pas mal toutes. Tous les derniers modèles de Garmin, ça me semble aussi excellent. Est-ce que... j'ai pas poussé mes tests encore assez loin, mais est-ce que Polar est meilleur que Garmin à ce niveau-là?
je serais pas prêt à dire oui, mais je serais prêt à dire qu'ils sont au moins égaux. Mais s'il y a de quoi, peut-être que Polar est une petite coche au-dessus de Garmin au niveau de la pulsation cardiaque. J'ai remarqué que je dirais la seule chose que j'ai à reprocher au niveau du capteur cardiaque chez Garmin, c'est qu'on dirait qu'il y a un petit délai quand je me mets à faire une activité intensive, que je démarre au début d'une activité et que je démarre de façon intensive. Je trouve qu'il y a un petit délai avant que ma pulsation cardiaque elle augmente sur le graphique qui clairement je ressens est déjà à la hausse, alors que là chez Polar ça se fait tout de suite, ça suit vraiment, j'ai l'impression que ça suit un peu plus mon cœur. Alors je dirais que si ce que tu recherches le plus important sur une montre c'est la précision du capteur cardiaque, ben là vraiment tu te trompes pas avec une Polar Critex Pro. Le prochain point est concernant l'indépendance de la montre. Et là, c'est pourri. Indépendance de la montre, ça veut dire quoi? Je vais toujours parler de mes montres Garmin à ce niveau-là parce que c'est les meilleurs. Chez mes montres de Garmin, je peux faire absolument toutes les modifications que je veux, même ma montre. Et quand on arrive chez Polar, à peu près tout va se faire à partir de l'application. Tu veux modifier les informations que tu as sur une page d'activité, tu dois passer par l'application. Tu veux synchroniser ta montre, tu dois passer par l'application. Tu veux faire à peu près tout, tu dois passer par l'application. Il y a certaines choses que tu peux changer, tu peux éditer ce que tu vas voir sur ta page d'accueil, quelques trucs comme ça. Mais le reste, tu dois tout faire à partir de l'application. L'application est disponible sur iOS et Android. Il y a aussi une page web, donc tu peux aller changer tes informations à partir de l'ordinateur. Même chose pour ce qui est du tracé des suivis. Une fois que tu as terminé tes activités, si tu veux voir ton tracé, tes pulsations cardiaques et toutes ces choses-là, tu peux les voir sur l'application Polar. C'est ça? L'application s'appelle Polar. Polar Flow sur iOS et Android. Et tu peux te rendre sur flow.polar.com sur ton ordinateur pour faire les mêmes modifications. Si tu fais une modification sur ton ordinateur concernant tes pages d'activités sportives, tu peux ensuite le synchroniser sur ton téléphone. Tout est connecté et ça se fait quand même vraiment bien. Je veux dire, c'est pas si compliqué que ça d'aller sur une autre plateforme pour faire une modification dans ta montre. C'est juste que j'aime ça que ça se fasse directement dans la montre. Mais oui, tu peux faire la modification sur ton ordinateur si tu as mieux le faire sur un plus gros écran et ensuite le synchroniser avec ton téléphone par Bluetooth pour envoyer les modifications. Il y a aussi une application qui se fait sur ordinateur pour faire la synchronisation et comment ça s'appelle? Polar Flow Sync sur Mac et Windows. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Par contre, j'ai essayé pendant 20 minutes. Je me suis pas acharné, mais après 20 minutes, ça marchait toujours pas. Je connectais la montre à l'arrière, la connexion USB, et je la connectais sur l'ordinateur. Il y a une synchronisation qui commençait à se faire, mais c'était interminable. Ça plantait, je dirais, après quelques secondes de tentative de synchronisation. J'ai essayé de redémarrer mon ordinateur, j'ai essayé de réinstaller le logiciel. Ça n'a pas marché. J'imagine que l'application fonctionne, j'ai peut-être pas été chanceux, je sais pas, mais à mon expérience, elle ne fonctionne pas bien. Mais la synchronisation sur téléphone se fait très bien. La seule chose que j'ai remarqué par contre, c'est que à certains moments, tu vas devoir appuyer et maintenir sur le bouton ici pour faire la synchronisation parce qu'elle ne se fait pas toujours tout seul. Si ton téléphone est à portée à la fin d'une activité, je crois qu'elle regarde pendant quelques secondes, mais s'il ne l'était pas, là, tu dois réappuyer sur le bouton pour le faire parce qu'elle n'en fera pas une fois de temps en temps comme ça. Si tu ne viens pas de terminer une activité, tu dois maintenir le bouton du bas. Mais bon, c'est ça. Sinon, la synchronisation se fait toute seule à la fin d'une activité sur ton téléphone et tu peux même automatiquement envoyer tes tracés sur Strava. Donc, ça se synchronise sur Polar Flow et quelques secondes après, c'est rendu sur Strava et tu peux aller voir tes trucs sur Strava ou sur Polar Flow. L'application est super bien faite aussi. On va s'en reparler un peu plus tard. Le point suivant est concernant la possibilité de renverser la montre. Ben, c'est pas possible. Hein? C'est un point que j'ai pris parce que c'est un truc que j'adore chez Coros. Chez Coros, on peut utiliser la montre dans le sens qu'on veut. Si on est droitier ou gaucher, la position des boutons, ça peut être intéressant de les avoir à droite, à gauche. Eh bien, c'est juste pas possible. Ici, la montre n'est pas conçue pour être renversée. Le prochain point est très positif et c'est concernant la quantité de sport disponible. Hein, j'aime ça quand je pars faire un sport, de pouvoir voir sur mon calendrier après
l'activité, quand je retourne voir dans mes archives quel sport j'ai fait telle journée, où j'aime ça personnaliser les informations que je vais avoir sur ma page lors d'une activité pour chacun des sports que je fais. Et il y en a. Écoute, je les ai comptés juste une fois. Je me suis pas repris parce que j'ai peut-être passé par-dessus quelques-uns ou compté en double. Mais en traversant sur l'application, il y en a entre 140 et 150. Il y a vraiment beaucoup de modes de sport disponibles. Alors, si tu veux faire n'importe quoi, hein? Entre 140 et 150 sports, il y a des chances que le sport que tu vas faire, aussi bizarre soit-il ou peu populaire, il risque d'être disponible dans la montre. Par contre, tu peux avoir seulement 20 sports de synchronisés dans ta montre à la fois. Donc, si tu pratiques 25 sports différents sur une base régulière, il va falloir que tu te connectes dans l'application pour enlever un sport et le remplacer par un autre. Mais si tu fais 20 sports et moins sur une base régulière, aucun problème. Le point suivant est concernant le mode multisport. Et là, c'est assez bien fait aussi. Le mode multisport, qu'est-ce que c'est? C'est que ça te permet de, par exemple, je vais partir prendre une marche ou un triathlon. Un triathlon, c'est du multisport. Alors là, je me souviens jamais de l'ordre, mais je pense que tu pars en natation, ensuite tu changes à la course et tu termines sur le vélo. Bref, quelque chose comme ça. Là, tu peux partir l'activité multisport. Tu dois absolument démarrer en mode multisport parce que si tu pars en natation, une fois que tu vas terminer, tu vas devoir terminer ton activité pour en démarrer une autre. Par contre, si tu pars en mode multisport, eh bien, tu vas sélectionner par exemple ta natation. Une fois que tu as terminé, tu vas appuyer sur le bouton en bas ici et ça va te permettre de changer de sport. Tu vas tomber sur une page qui va te permettre de sélectionner le sport suivant. Tu vas être dans une période de transition pendant que tu vas être là-dedans. Et une fois que tu resélectionnes le sport suivant, eh bien, tu vas pouvoir continuer et tu vas avoir toutes les informations que tu as sur chacun de tes sports. Et à la fin, ça va te faire une belle fiche qui va te donner toutes tes statistiques globalement sur toutes les activités que tu vas avoir faites. Et tu vas aussi avoir une fiche sur chacune des activités avec les bons temps et les bonnes statistiques différenciées sur chacune des activités. Et ce que j'adore, c'est que tu n'as pas besoin de prévoir à l'avance ce que tu vas faire. Si tu veux partir à pied et que finalement, à un moment donné, tu embarques sur ton vélo et que tu retombes à pied et que finalement, tu vas faire du hiking, mais que tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire dans ta journée, tu peux changer de sport dans l'ordre que tu veux, autant de fois que tu veux. C'est vraiment bien fait. Le mode multisport est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. La seule chose que j'aurais aimé, c'est qu'il donne la possibilité de, si par exemple, je vais prendre une marche et que, tiens, là, ça me tente de courir, là, je peux pas avec la montre. Il faudrait que je l'arrête et que je démarre une autre activité qui va être séparée. Voilà. Donc, la seule chose que tu as à prévoir, c'est de démarrer une activité multisport avant de partir ton activité. Voilà. Le prochain point est concernant la personnalisation de l'interface principale de la montre. Et là, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Tout est fait sur un système de pages. Comme là, je suis sur une page de lever, coucher de soleil. Et là, je peux changer de page. Là, je tombe sur une page qui me marque pas l'heure et la date. L'heure et la date. Sur la page suivante, j'ai encore l'heure et la date et le pourcentage de mon activité physique de la journée. Là, je ne sais pas c'est quoi parce que ça me dit qu'il n'y a pas assez de données à montrer. Mes pulsations cardiaques, là, à chaque fois, je dois appuyer pour voir des informations différentes. J'aurais aimé ça avoir une page qui me donne plusieurs informations. Sur la même page, j'aurais aimé ça avoir la date, l'heure, mes pulsations cardiaques, mon élévation actuelle, le nombre de pas que j'ai fait dans la journée, la température extérieure. C'est toutes des choses que la montre est capable de te donner, mais tu dois constamment naviguer d'une page à l'autre pour aller chercher ces informations-là. Je trouve ça plutôt mal fait. Tu vas avoir le choix aussi entre analogique et numérique, si tu vas avoir des aiguilles plutôt que les chiffres écrits. Par contre, encore là, faire la modification, c'est fastidieux. Il faut que tu ailles fouiller loin dans les menus, que tu fasses la modification. Quand tu fais ta modification, tu n'as pas un aperçu, tu ne sais pas vraiment de quoi ça a l'air. Il faut que tu ressortes du menu complètement pour voir ce que ça a donné. Si tu n'es pas satisfait, il faut que tu retournes dans le menu. La personnalisation de la montre est vraiment, vraiment très mal faite. Et l'interface de base de la montre est vraiment poche. C'est vraiment très mauvais. On va ensuite parler des widgets et encore là, c'est
pas super. Ce que j'entends par widget, c'est-à-dire que là, par exemple, je recommence, hein, je suis sur l'interface de la montre et je vois que le coucher de soleil aujourd'hui est à 19h38 et que le lever est à 6h16. En fait, ça, c'est les heures auxquelles on va terminer de voir sa lumière et qu'on va recommencer à la voir. Ce n'est pas les heures de lever et coucher de soleil. Et si je veux plus de détails là-dessus, je peux appuyer sur le bouton à droite pour entrer dans le widget. Et là, ben, je peux descendre pour voir plus d'informations. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il faut toujours naviguer, je trouve, très loin dans la montre pour pouvoir aller chercher ces informations-là. Il faut que j'appuie sur beaucoup de boutons pour voir les informations, alors que tout pourrait être peut-être plus concentré ou fait sur un système de pages. Dans le fond, quand on entre dans un widget, hein, si par exemple j'y vais avec la météo, je trouve ça super le fun qu'on puisse avoir la météo sur la montre. J'aurais aimé ça par contre que je n'ai pas à appuyer sur un bouton pour le faire. Tiens, là, je viens de la trouver. Là. Je naviguais depuis tantôt pour tomber sur la météo. Donc, tu sais, si je suis sur cette page-là, qui me donne le nombre d'heures, de minutes d'activité que j'ai faites aujourd'hui, et que je veux voir la météo, je dois appuyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois sur un bouton pour voir la météo. À moins que je sache que je peux revenir par en haut. Bref, si tu veux faire le tour, il faut que tu appuies 11 fois pour voir la météo. Et là, ça me donne la météo des 3 prochaines heures. On va faire 4 Celsius, il va se mettre à pleuvoir. Il va ensuite faire 5 Celsius. C'est bien, ça c'est super le fun. Si je veux voir plus d'informations, je dois cliquer dessus. Là, la page va se charger, il y a une petite animation et là, tu vois, il fait 4 Celsius, il va y avoir des minimums de 0. Mais tu vois, je dois descendre pour voir d'autres informations, ce qui est très bien. Mais en même temps, j'aurais mis ça, là, je suis rendu à demain. Mais tout est fait sur une page plutôt que d'avoir des pages qui me permettent de rapidement changer d'information pour aller voir ce que je veux. Je trouve que, voilà, l'interface de la montre, encore une fois, est médiocre. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que la montre est capable de te donner beaucoup d'informations, mais elle est très mal designée pour te les donner de façon agréable à utiliser. Le point suivant est concernant le contrôle de la musique. Et ça, c'est quand même assez bien. Il faut savoir que si tu es quelqu'un qui aime partir sans son téléphone et mettre de la musique dans sa montre, oublie ça, c'est pas pour toi. Elle ne le fait pas. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande parce que brancher des écouteurs Bluetooth sur une montre, ça vide la batterie assez vite. Alors, pas une chose pour moi. Je veux dire, je ne vois pas d'intérêt à mettre de la musique dans une montre. Par contre, j'adore pouvoir contrôler la musique de mon téléphone, qui joue soit dans mes écouteurs ou soit sur le haut-parleur du téléphone. J'adore ça, pouvoir le contrôler avec ma montre parce que ça me permet de ne pas enlever mes gants l'hiver, de mettre mes doigts mouillés pleins de sueur sur mon téléphone avec l'écran tactile qui ne fonctionne pas bien quand je fais du vélo, de garder mon téléphone dans ma poche quand je fais du vélo. Hein? C'est quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir contrôler la musique avec ma montre et elle le fait très bien. Seule chose qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un raccourci pour accéder à la page d'édition de contrôle de musique. Donc, si par exemple, je suis en train de faire du vélo, je vois les informations que je veux sur mon vélo et que j'arrête à une lumière, il y a plein de monde, je veux arrêter le haut-parleur de mon speaker qui joue pour ne pas déranger le monde. Eh bien, avec ma Garmin Fenix, je peux maintenir le bouton du bas et appuyer sur le bouton en haut. Ça va le mettre en pause tout de suite. Hein, j'ai un accès rapide, alors qu'avec celle-ci, je vais devoir naviguer jusqu'à la page de contrôle de musique pour pouvoir l'arrêter. Ça se fait quand même bien, c'est juste un peu plus long. Mais une fois qu'on est sur cette page-là, on peut faire jouer la musique, la mettre en pause, passer à la suivante, monter, descendre le volume. On peut tout faire ces affaires-là à même la montre sans toucher à son téléphone. Je trouve ça génial. Le prochain point est concernant la batterie. Hein? Combien de temps est-ce que ça dure une batterie de Polar GRITX Pro? Eh bien, selon mes tests, hein, ma première charge, la batterie a passé de 100% à 0 en 5 jours et demi. C'est pas tant que ça. Durant ces 5 jours et demi-là, je l'ai porté 24 heures sur 24 hein, pour avoir les pulsations cardiaques, le moniteur de sommeil et ces choses-là. Et ça inclut aussi 5 heures et quart de GPS. Donc ça gruge beaucoup plus la batterie. C'est certain que si tu n'utilises pas le GPS, ça va durer plus longtemps. Mais pourquoi tu veux une montre GPS si tu n'utilises pas le GPS? donc en moyenne, disons 1 heure
un peu plus d'1 heure par jour de GPS. Et il y a aussi eu 44 minutes d'activité à l'intérieur. Alors, ça, c'était plus des activités de cardio à l'intérieur qui n'utilisent pas le GPS. Ça ne change pas grand-chose sur la charge à ce niveau-là, mais c'est les activités que j'ai faites durant ce temps-là. Donc, pour moi, qui s'entraîne de 1 à 2 heures par jour, c'est 5 jours et demi. Pour ce qui est de l'estimé de charge, c'est quand même bien, quand tu démarres ton activité, tu es capable de savoir combien de temps à peu près est-ce qu'il te reste de charge. Et selon l'estimé de charge qu'il y a dans la montre, si la batterie est pleine, tu peux avoir jusqu'à 35 heures de GPS. Ça, c'est dans un mode optimal. Tu peux diminuer le nombre de positions GPS que tu enregistres à chaque... normalement, c'est à chaque seconde, mais tu peux le diminuer à 1 minute ou à 2 minutes. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ça. Ta géolocalisation va être tellement mauvaise, tu ne seras pas capable de voir la vitesse à laquelle tu vas. Tu n'auras pas une distance précise de ce que tu as fait. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Alors, on n'en parlera même pas. 35 heures de GPS si tu démarres ta batterie de 100% à 0. En mode montre, donc si tu n'utilises jamais le GPS, mais que tu gardes la montre à ton poignet 24 heures sur 24, tu devrais avoir 7 jours de charge. Malheureusement, il n'y a pas de charge solaire et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que il y aurait beaucoup de place pour mettre un capteur solaire sur la montre à cause de son gros contour, mais ça, on va y revenir plus tard. Et pour ce qui est de l'indicateur de charge, comme je disais, tu as un indicateur au début de l'activité qui te donne un estimé de temps restant de charge. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y en a pas là qui me dit combien de temps de charge il me reste en mode hors GPS. J'aurais aimé ça de savoir. Je sais que présentement, il me reste 73%, mais c'est tout. Il y a une chose importante à savoir, lorsqu'il reste 5% de batterie, tu ne peux pas démarrer une activité. Si tu étais déjà dans une activité, tu peux la continuer, mais si tu ne peux pas en démarrer une à 5%, la montre ne veut pas. J'ai pas testé la montre dans ces extrêmes de température, mais selon les recommandations de Polar, on peut utiliser la montre entre moins 20 Celsius et plus 50. Parlons maintenant de la lisibilité de l'écran. C'est compliqué. Bon, à l'extérieur, je te rassure, ça se lit très bien. Si tu es à l'extérieur, ensoleillé ou pas, juste l'éclairage extérieur, à moins que tu sois la nuit, l'éclairage est parfait. On voit très très bien l'écran. En ce moment, je vois très très bien l'écran parce que je suis dans un environnement très éclairé. J'ai 2 projecteurs ici, ils font énormément de lumière. Je suis capable de les lire très très bien. Par contre, dès que tu tombes dans une pièce qui est moyennement éclairée, c'est plutôt dur à lire et tu vas avoir besoin du rétroéclairage. Ça tombe bien, par défaut, Polar a activé le rétroéclairage au mouvement. C'est-à-dire que quand tu fais ça, le rétroéclairage s'allume et quand tu baisses ton bras, le rétroéclairage s'éteint. Ça te permet de bien lire l'heure en tout temps. Par contre, il y a un énorme défaut à ça. C'est pathétique. Quand tu vas te coucher, si tu gardes ta montre à ton poignet et que tu bouges, ça va allumer la lumière. Alors, tu vas avoir un gros halo de lumière à ton poignet quand tu vas bouger dans ton lit. Ridicule. Et la seule façon de le désactiver, c'est de soit désactiver le rétroéclairage au complet, et ce qui est vraiment mal fait, c'est que le seul paramètre de rétroéclairage qui est disponible active tout et désactive tout. C'est-à-dire que, en ce moment, tu vois, le rétroéclairage est éteint, mais si j'appuie sur un bouton, le rétroéclairage s'allume. Par contre, si je désactive le rétroéclairage, si je veux désactiver la fonction de rétroéclairage au mouvement, ça va juste le désactiver sur tout. Alors, pas de bouton, pas de mouvement. En activité sportive encore, non, ça ne marche pas. La seule façon d'allumer la lumière après ça, ça va être d'appuyer sur le bouton de lumière pour la faire activer quelques secondes. C'est ridicule, c'est ridicule. Et finalement, la façon que j'ai trouvé de le faire, c'est d'activer le mode ne pas déranger. En activant le mode ne pas déranger, tu peux garder à une pression l'activation du rétroéclairage, mais pas au mouvement. Par contre, tu ne recevras plus tes notifications de ton téléphone sur ta montre.
J'aurais aimé ça qu'il y ait un paramètre qui permette d'activer le rétroéclairage, peut-être seulement de jour, peut-être seulement dans une activité. J'aurais aimé ça avoir plus de possibilités de configuration à ce niveau-là. Les paramètres de rétroéclairage, c'est très mauvais. Très mauvais. Par contre, une des choses qui est bien faite du rétroéclairage, c'est que quand tu regardes, ça s'allume, quand tu rebaisses, ça s'éteint tout de suite. Ça ne laisse pas un halo de lumière qui reste allumé très longtemps. Mais c'est le seul point positif que je peux donner au rétroéclairage parce que pour le reste, c'est vraiment très mauvais. Ensuite, parlons de notifications. Comme tu sais, sur ma montre, j'ai activé le mode ne pas déranger, alors je ne reçois pas de notifications, mais je ne perds pas grand-chose parce que ça aussi, c'est très mauvais. Si tu reçois un message texte ou quelque chose et que tu vas voir ce qui est rentré, la seule chose que ta montre va faire, c'est une légère vibration que tu peux souvent ne pas ressentir. Et si tu veux voir ton message, la seule chose que tu peux faire, c'est de salir ton écran en glissant ton doigt vers le haut. Parce que oui, il y a un écran tactile là-dessus. Il y a le bouton retour qui marche aussi. Si tu n'as pas déjà lu tes notifications. Donc, si tu as été sur la page et que tu veux la revoir un peu plus tard, là, tu es obligé de salir ton écran. Tu vois, mon écran est dégueulasse, je déteste ça. Et c'est ça, tu es capable de voir ton message, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Et encore là, ça fonctionne, l'écran tactile fonctionne comme un mal de ventre. Alors, c'est très, très, très désagréable à utiliser. J'aurais aimé ça que quand il y a une notification qui rentre, je te dirais les fois que ça me sert le plus, c'est quand je veux me connecter sur un site web qui m'envoie un code par message texte que je dois rentrer. J'adore ça. Simplement pouvoir vérifier. J'attends, je regarde ma montre, le texte rentre, je vois le numéro, j'ai absolument rien à toucher. Là, si je veux le faire, je dois glisser. Ça n'a pas marché, je reglisse. Ça n'a pas marché encore. Ça ne marche pas. Là, ça a marché. Et là, il n'y en a pas, mais là, il faudrait que j'appuie dessus pour voir le message en entier. Sinon, il y aurait seulement un aperçu. C'est vraiment, vraiment très mal fait. Alors, vraiment, n'achète pas cette montre. Si ce qui est important pour toi, c'est d'avoir une montre intelligente qui te permet de voir tes messages rentrer sur ta montre. C'est très mauvais. Et je vais maintenant nettoyer ma montre. Le point suivant est concernant la prise en main de la montre. Comment est-ce qu'elle se contrôle? Comment est-ce qu'on peut naviguer dedans? Est-ce que ça se fait bien? Non. Non. Tout d'abord, les 5 boutons. Très mal pensé. En gros, on a le bouton monter et descendre qui sont là, quand même très loin l'un de l'autre. On a un bouton de sélection et on a un bouton de retour. Parfois, sa fonction change selon ce qu'on fait. En haut, c'est le bouton lumière. Mais bref, soit si je veux aller dans le menu, je dois appuyer sur le bouton retour. Et ce qui est étrange, c'est que si je veux retourner dans le menu, si je veux ressortir de là, je dois réappuyer sur le bouton retour. C'est le bouton à droite qui permet de démarrer une activité quand on veut démarrer une activité, mais c'est le bouton en bas à gauche qui permet de la mettre en pause. C'est très, très peu intuitif. C'est certain que c'est quelque chose qu'on finit par s'y faire, qu'on s'habitue à l'utiliser à long terme. On finit par savoir comment elle fonctionne et elle va s'utiliser bien, mais c'est très, très peu intuitif, ce qui va lui donner une courbe d'apprentissage à son utilisation beaucoup plus longue et très peu efficace aussi. Ce que j'aime pas non plus lors de la navigation, c'est qu'on sent là, à chaque fois qu'on change de page, je ne sais pas si je vais être capable de bien te le montrer, peut-être comme ça, à chaque fois qu'on va changer de page, tu vois, je vais revenir à l'arrière, on sent le chargement. J'appuie, hop, ça change, ça c'est pas si pire, j'appuie, ça change. Si par exemple on va se rendre sur la météo, comme ça, et qu'on la sélectionne, il y a un délai, c'est lent, c'est lent. Une fois qu'on est dans la page, ça va, mais c'est lent. Je veux ressortir. Et ça a été long, regarde, je rentre, clique, je ressors, et clique. C'est lent, 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 lent. Si je veux aller dans le menu, on va aller dans le menu, clique, je ressors, clique. C'est long, il y a un délai, on sent les pages chargées, j'aime pas ça.
j'aime pas ça. Ça manque de rapidité. Soit le processeur de la montre n'est pas assez puissant pour gérer le peu qu'il y a dedans, ou c'est juste très mal poli. Ça manque de polissage. Voilà, ça manque de programmation. Parlons maintenant du bracelet. Quand même très bien. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qui adore les bracelets en silicone. Malheureusement, toutes les montres aujourd'hui viennent avec des bracelets en silicone. J'adore les bracelets de nylon. Mais pour un bracelet en silicone, vraiment est très très bien fait. Il est d'une souplesse incroyable. Le dessus du bracelet est comme texturé, le dessous est souple, agréable contre la peau, agréable au toucher des deux côtés. Le bracelet est vraiment bien fait. Un peu compliqué à enlever, peut-être. Bon, non, c'est pas vraiment compliqué. Ça s'enlève très très bien. Non, c'est juste que des systèmes chez Garmin, par exemple, qui sont nettement mieux. Garmin et Coros aussi font d'excellents bracelets. Je trouve que ça se remplace mieux, ça a l'air ça a l'air de meilleure qualité au niveau du changement. Mais si tu ne souhaites pas changer de bracelet, on s'en fout un peu, je dirais. Mais non, le bracelet est quand même assez bien fait. Ensuite de ça, on va parler de ma confiance en l'exactitude des données. Et ça, c'est vraiment assez élevé. C'est même très élevé. La position du GPS a toujours été bonne pour moi et comme je te disais aussi plus tôt, le résultat des pulsations cardiaques est aussi excellent. Alors si tu cherches une montre qui va te donner des données très précises, peu importe où ce que tu vas, autant au niveau de la réception satellitaire que ta position géographique et de tes pulsations cardiaques, de l'élévation que tu vas avoir faite, il y a un baromètre là-dedans. Donc, c'est ça, si tu montes, descends, là, tout ce qui est niveau d'altitude et tout ça, toutes les données que la montre va te donner à la fin, j'y ai très confiance et elles sont toujours exprimées sur un beau graphique avec des... C'est bien fait. Donc, ma confiance en l'exactitude des données est très élevée. Ensuite de ça, on va parler de sa résistance à l'eau. Et c'est encore une fois très excellent. On parle d'un grade 10 ATM, c'est-à-dire que tu peux plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur dans l'eau et tu n'as pas à t'inquiéter ni pour prendre ta douche, te laver les mains, aller te baigner, plonger de très haut. Tu peux même faire des sports d'activité rapide, là, du ski nautique ou ces choses-là. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. 10 ATM, c'est un excellent grade contre l'eau. Donc, la montre est très, très, très étanche. Parlons maintenant de la cartographie. Et ça, pour vrai, pour 2022, hein, ça fait dur. On est encore comme avec ma première Ambit 2 que j'ai achetée en 2013, que c'est un point qui se promène sur un fond noir et qui trace une ligne en se déplaçant. C'est tout ce que tu vas avoir au niveau de la cartographie. Donc, tu te déplaces, tu dessines une ligne. Ça peut quand même te sauver la vie. Je veux dire, c'est mieux que rien. Si tu es perdu dans le bois, ça m'est déjà arrivé de me sauver 2 fois la vie avec ma Suunto Ambit, avec exactement le même principe. Ça me permet de revenir sur mes pas. Tu es capable de zoomer, dézoomer là-dessus, sur la ligne, savoir plus précisément exactement où est-ce que tu es passé pour revenir exactement sur tes pas. Tu peux le revoir de façon très précise. Mais tu n'as pas de cartographie. Tu ne seras pas capable de voir les élévations autour de toi, les lacs, le nom des rues, ces choses-là. C'est juste pas là. Et pour vrai, il commencerait à être temps. Garmin le fait depuis longtemps et ça fonctionne très bien. Donc c'est ça. Tu peux aussi te faire des itinéraires. Les itinéraires vont se faire à partir de Komoot. C'est une application tierce qui a pour but de faire ça, des itinéraires. Donc, ils ont fait affaire avec une compagnie professionnelle qui fait ça déjà très bien. Et ça va réellement très bien faire des itinéraires sur Komoot. C'est une superbe application. Et tu peux synchroniser ton compte Komoot à ton compte Polar. Et les trajets que tu vas te faire sur Komoot vont pouvoir se retrouver dans ta montre. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est quand même bien fait. Mais encore là, le trajet que tu vas te créer, ça va seulement être une ligne sur ton écran que tu vas pouvoir suivre. Tu ne verras pas les intersections, tu ne verras pas rien. Donc, tu vas pouvoir arriver à une intersection et te dire « Ah ouais, ça semble être le chemin de
gauche, j'imagine, et là, tu t'enfonces dessus pour voir si c'est le bon. Alors que si tu avais un plan, ben, tu verrais très clairement que c'est celui de gauche par rapport à l'endroit où tu es rendu, parce que tu verrais l'autre trajet qui n'est pas celui que tu souhaites emprunter. Enfin, au final, quand tu veux retourner à ton point de départ, si tu t'es pas fait, si tu es perdu ou quoi que ce soit, tu as deux options. C'est soit de revenir sur tes pas, donc tu peux mettre la montre en mode je veux revenir sur mes pas, et là, t'aider à revenir sur tes pas. Ou tu peux aussi demander dans quelle direction je dois aller, sur combien de kilomètres, pour revenir à mon point de départ en ligne droite. Donc là, ça pourrait te dire, ben, tu dois aller par là sur 2,8 km et tu vas être rendu. Et là, ben, tu suis sur la ligne droite si tu veux traverser dans le bois directement. Et tu vas finir par arriver par le chemin le plus court. Parlons maintenant du verre de la montre. On a quelque chose de réellement très bien là-dessus. Donc, on a un verre en cristal de saphir, plat et légèrement, vraiment très légèrement renfoncé. Donc, c'est un verre que tu détruiras jamais. À moins d'un très, très gros accident. Un verre en cristal de saphir, c'est très, très, très difficile à graphiner. C'est le verre que je préfère sur n'importe quelle montre parce que c'est pas donné, ces petits bijoux-là. Et ben, au prix qu'on les paye, tu veux pas te ramasser avec une scratch dans ton écran. Le contour me semble aussi très solide, mais je veux dire, j'ai pas travaillé... j'ai pas fait des gros travaux manuels avec. Mais pour ce qui est de l'écran, tu peux l'échapper, tu peux t'amuser à essayer de la graphiner avec un couteau. Je le ferai pas, mais c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant, tu peux accrocher des roches, tu peux essayer fort et tu devrais devoir essayer très très fort pour réussir à la graphiner. C'est vraiment très solide. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas pu faire mieux. C'est merveilleux. Parlons maintenant de la taille de la montre ainsi que la superficie de l'écran. Bon, au niveau de la taille, c'est une montre de dimension normale. Hein? Elle n'est pas petite, elle n'est pas grosse non plus. La montre ici que j'ai à mon poignet, c'est la Garmin Fenix 7X. Et si on la met à côté, tu vois ici qu'elle est relativement plus petite. Mais c'est une montre normale. Si tu cherches une petite montre, c'est pas une petite montre, c'est une montre normale. Je peux la mettre à mon poignet pour t'en donner une bonne idée. Mais voilà, j'ai pas un énorme poignet, mais c'est à ça que ça ressemble au poignet. Par contre, le point que je n'aime pas, c'est la superficie qu'utilise l'écran sur cette montre. Ouch! Ben, tu vois, il y a un énorme contour. Hein. Je vais la réenlever pour te le montrer de plus proche. Il y a un énorme contour. Donc, si tu vois ici, ben, tu vois le contour noir. Je ne sais pas si tu es capable de voir. Oui, on est capable de le voir. Tu vois, là, tout le tour, là, il y a un énorme contour noir. Donc, on a une montre qui n'est pas petite, mais on a un écran qui est très petite. C'est l'équivalent la grosseur de l'écran correspond à la même grosseur d'écran d'une Garmin Fenix de modèle S, donc pour small. Donc chez Garmin, l'écran va couvrir une beaucoup plus grande superficie de la montre. Et là, on se retrouve avec une montre normale avec un tout petit écran. C'est un peu ridicule. C'est un espace qui est complètement perdu. Je comprends pas l'intérêt d'avoir un aussi grand espace perdu. Ça fait télévision des années 2005. Hein? Gros contour, écran à l'intérieur. Maintenant, on essaie d'avoir la plus grande superficie d'écran utilisée sur un appareil, et là, c'est pas le cas. Donc, malheureusement, ça fait que tu termines avec soit des chiffres plus petits sur ton écran ou moins d'informations sur le même écran. Si, par exemple, il y avait transformé tout ce contour-là en panneau solaire, par exemple, au moins, on aurait eu une utilité de ce contour-là, mais là, on n'a juste rien. Autre chose qui est dommage, c'est que dans une activité, on peut seulement avoir 4 informations à la fois. Donc, 5, 6, 7, non, impossible. 4 maximum, mais c'est comprenable. L'écran n'est pas très, très gros. Mais encore une fois, ça aurait peut-être pu être mieux optimisé pour avoir plus d'informations. Bref. Parlons maintenant d'entreposage. Il y a un truc que cette montre-ci fait qui n'est pas disponible chez toutes les compagnies. On peut fermer la montre.
Donc, si jamais tu veux ne pas utiliser la montre pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu peux la déposer sur ton comptoir, sur ton bureau, dans un tiroir, et comme tu veux. Tout ce que tu vas avoir à faire, ça va être de maintenir le bouton de gauche. C'est un peu compliqué à faire. Enfin, c'est pas très compliqué. Tu dois le maintenir jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. C'est juste que tu dois le maintenir jusqu'à temps que le logo soit passé, si je ne me trompe pas. Bref, tu dois le maintenir un certain temps et la montre s'éteint et tu peux ensuite la rallumer en remaintenant le même bouton. Donc, ça te permet d'entreposer ta montre sans que la batterie se vide et que le jour que tu en as besoin, la batterie est toujours pleine et tu peux continuer à l'utiliser. Parlons maintenant du poids et du confort de la montre. C'est une montre que j'ai bien aimé porter. Elle respire bien. À mon avis, elle n'est pas très lourde, mais c'est pas une montre légère. Je suis habitué de porter des montres très très lourdes. Alors si tu aimes porter des montres très très légères, c'est possible que tu la trouves lourde. C'est pas une montre qui a été designée pour être légère, c'est une montre qui a été designée pour être durable. Et ça paraît, j'ai très très grande confiance en sa durabilité, bien fabriquée, et je sens qu'elle est très solide et qu'elle va résister à de gros impacts. Si tu veux avoir exactement la même montre, mais plus légère, il va falloir que tu te diriges vers la Vantage 2, Vantage 2. De Polar. C'est exactement la même montre. Je ne l'ai pas testé, mais sur papier, c'est exactement la même montre dans un boîtier plus léger. Donc, tu vas avoir un boîtier, si je ne me trompe pas, entièrement en plastique et tu vas perdre aussi le verre en cristal de saphir. Le verre en cristal de saphir, c'est plus lourd. Donc, tu vas avoir un verre probablement Gorilla Glass ou quelque chose. Là, je m'avance. Je ne sais pas exactement elle est faite en quoi. Je n'ai pas testé cette montre-là, la Vantage 2. Ensuite de ça, les langues disponibles dans la montre, eh bien, il y en a plusieurs. On va parler de l'indonésien, le sestina, le tchèque, le danois, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le néerlandais, le norvégien, le polonais, le portugais, le chinois, le russe, le finlandais, le suisse. Suisse, c'est pas une langue, ça. Étrange. Et le turc. Je reviens un peu plus en détail sur un point qu'on a parlé un peu plus tôt, et c'est la quantité de données disponibles sur un écran d'activité sportive. 4, c'est très peu, selon moi. C'est probablement même, probablement le moins, probablement la montre qui te permet de mettre le moins d'informations au maximum sur la même page. 4, c'est pas beaucoup. Et il y a une autre chose qui est mal faite, c'est que dans une activité, tu dois choisir pour cette activité si tu veux avoir la vitesse ou l'allure. Tu ne peux pas avoir les deux. Autre chose étrange. Hein? Donc, je ne sais pas, si je cours et qu'éventuellement je veux avoir, je sais pas, si je veux avoir ma moyenne en kilomètre-heure, mais ma vitesse actuelle en allure, donc en nombre de minutes par kilomètre, ça ne se fait pas. Tu dois choisir. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange et 4 données par page, c'est pas beaucoup. Tu peux ajouter plusieurs pages, je crois que tu peux en mettre 7 ou 8. Donc, ça te permet quand même d'avoir plusieurs données. Par contre, quand tu vas vouloir y accéder, tu vas devoir naviguer dans ta montre. Parlons maintenant du réveil matin. Et c'est vraiment dommage parce que ça pourrait presque être le meilleur. Il y a un truc super cool et il y a un truc super mauvais. J'adore la sonnerie. La sonnerie de réveil matin est de loin la meilleure de toutes les montres que j'ai testées. La façon que ça fonctionne, c'est que ça va partir d'une légère vibration qui va augmenter en force. Et si tu ne l'as pas arrêté, probablement après 30 secondes, il y a un timbre sonore qui va démarrer et qui lui aussi va augmenter avec la vibration. Donc, tu as une sonnerie qui commence à vibrer. Donc, si par exemple, moi je pense toujours au moment où je suis par exemple dans un dortoir en train de voyager, je vais me mettre un réveil matin pour me réveiller, mais je ne veux pas réveiller tout le monde. Je vais avoir une montre qui va vibrer à mon poignet, qui va me réveiller sans faire de bruit pour les autres. Et si jamais je ne me réveille pas, ben là, elle va se mettre à biper pour éventuellement me réveiller quand ça va être rendu assez fort. Ça, c'est le truc qui est vraiment génial. On ne retrouve pas ça sur aucune autre montre. C'est vraiment, vraiment bien fait. Le truc qui est vraiment con, par contre, c'est que, au niveau de la cédule, tu peux l'avoir une seule fois. Donc, tu la programmes, ça va le faire une fois, après ça, c'est fini. Tu peux l'avoir à tous les jours de la semaine ou tous les jours. Donc, tous les jours de la semaine, c'est du lundi au vendredi. Et tous les jours, c'est tous les jours. Donc, si tu veux avoir une alarme la fin de semaine, non. Si tu veux avoir une alarme du mercredi au vendredi, non. Mardi et jeudi,
Non. Tu as une fois, du lundi au vendredi, ou tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? Le moniteur de sommeil maintenant. Ça, c'est super bien fait. Donc, il enregistre les données très très bien. Tu n'as pas besoin de le surveiller. Tu n'as pas besoin de dire je m'en vais me coucher. Il détecte quand tu te couches, il détecte quand tu te réveilles. Ça fonctionne super bien. Et la page qui te démontre tout ton sommeil avec toutes les statistiques de ton sommeil sur l'application est réellement bien faite et très intéressante à regarder. Je dirais même qu'au niveau du sommeil, parmi toutes les montres, Polar, Garmin, Suunto et Coros, le moniteur de sommeil est le meilleur sur la Polar. J'adore les graphiques qu'elle donne et toutes les précisions. Vraiment, ça c'est très très bien fait. Maintenant, comment est-ce que la montre te motive à bouger? Et ils ont un truc de réellement très intéressant. Moi, une montre, ça me motive à bouger. Je bouge à tous les jours. Je fais une activité sportive à tous les jours parce que je veux mon activité sur mon calendrier à tous les jours. Et je trouve ça le fun de regarder mon calendrier. Et je peux être fier de moi parce que je bouge beaucoup à tous les jours. Par contre, il y a des montres qui se mettent à donner des espèces de notifications pour dire hey, « Bravo, tu as marché 1000 pas aujourd'hui. » Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et au début, je croyais que ça allait être ça. Mais ils ont un truc que j'ai vraiment aimé et qui m'a vraiment poussé à bouger encore plus. Ça se désactive si tu le veux vraiment pas. Mais il y a... Polar veut que tu bouges au moins un petit peu à toutes les heures. Donc là, je suis assis sur ma chaise depuis longtemps. Là, si je l'avais au bras, elle me dirait « Hey, il commencerait peut-être à être temps que tu bouges un peu. » Et le truc qui est très motivant, c'est que quand il te le dit, il te reste 5 minutes pour t'activer un peu. Tu as juste besoin de bouger vraiment un petit peu. Sinon, tu as une étampe d'inactivité sur ton calendrier. Donc, c'est un point d'exclamation dans un triangle jaune. Donc, je me suis mis à faire des push-ups ou des trucs comme ça, du saut un peu sur place. Ça me fait sortir de... Je travaille régulièrement à mon bureau ici, à l'ordinateur, en train de faire le montage de mes vidéos et ces trucs-là. Donc, je passe énormément de temps assis sur cette chaise-là. Et ça m'a fait bouger un peu dans la journée. Ça m'a fait sortir les yeux de mon écran. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. À toi de savoir si tu aimes ça ou pas. Mais oui, l'étampe d'une activité, c'est une motivation à ne pas avoir un étampe sur mon calendrier. Je trouve ça bien fait. Je trouve ça réellement bien fait. Mais au-delà de tout ça, ben oui, c'est aussi un podomètre. Donc, si tu veux donner des objectifs de pas ou de nombre de minutes d'activité par jour, tu vas avoir des beaux graphiques qui vont te montrer dans ta journée combien de temps tu étais au repos, assis, en activité légère, plus intensive ou très intensive. Tu es tout capable de voir ça sur un graphique. Alors, en général, la montre va te motiver à bouger. Si tu as besoin de quelque chose pour te motiver à bouger, vraiment, moi, je trouve que cette montre-là fait très bien le travail. Le point suivant est concernant le partage de la pulsation cardiaque. Ça fonctionne très bien. Tu peux, si par exemple, je ne sais pas, tu as un tax, je sais pas, les vélos stationnaires ou les trucs de course stationnaires, les tapis, ces trucs-là, si tu veux synchroniser ta pulsation cardiaque avec un autre appareil, tu peux le faire. La seule chose, c'est que tu dois... C'est un peu bizarre parce que tu dois démarrer une activité pour partager ta pulsation cardiaque. Ce qui est un peu bizarre. Si je prends, par exemple, si je veux faire du TAX, donc du vélo stationnaire, je vais partager ma fréquence cardiaque avec TAX. TAX va finir par envoyer mon activité sur Strava. Et Polar va aussi finir par envoyer mon activité sur Strava. J'aurais aimé ça que je puisse juste partager ma pulsation cardiaque sans démarrer une activité. C'est pas la fin du monde, mais oui, tu peux partager ta pulsation cardiaque. Ça te fait un capteur cardiaque sur les stéroïdes qui reste à ton poignet, qui va envoyer les données de tes pulsations cardiaques à une application tierce, par Bluetooth, bien sûr. Parlons maintenant de la résistance à la désuétude de la montre. Et attention, la montre est très bien faite. Je crois que c'est une montre qui va durer très longtemps.
Ça n'a pas l'air d'être le genre de produit qui va briser après 1 an et demi. Peut-être, je ne l'ai pas essayé, mais ça ne me semble pas ce genre de produit. J'ai l'impression que c'est un produit qui peut te durer facilement 10 ans. Par contre, il y a un gros bémol, c'est que la fameuse résistance à la désuétude est entièrement à la discrétion de Polar. C'est-à-dire que si la compagnie fait faillite, si la compagnie fait des décisions douteuses ou quoi que ce soit, tu es entièrement dépendant de la compagnie. Donc, si on y va par exemple avec la faillite, si Polar ferme, tu te ramasses avec une coquille vide. Parce que si tu veux modifier quoi que ce soit, tu dois passer par leur application, plus d'application, plus de modification dans la montre. Si tu veux synchroniser ta montre, tu es obligé de passer par leur application qui envoie les données au serveur. Tu ne peux pas extraire les données toi-même en la branchant sur ton ordinateur. Tout dépend de leur application. Donc, si l'application disparaît un jour, tu te ramasses avec une coquille vide. La montre va être encore capable de... Tu vas être encore capable de faire un trajet avec, de revenir sur tes pas, mais tu ne seras plus capable de synchroniser ta montre ou faire, peu importe, tu ne pourras plus modifier tes activités et tu ne pourras plus synchroniser tes activités pour les voir par la suite parce que s'il n'y a plus d'application, tu as une coquille vide. Est-ce que Polar va faire faillite dans les prochaines années? Probablement pas. Mais on ne sait jamais. Parlons maintenant de prix. Et là, je ne donnerai pas de chiffres parce que je suis Canadien, tu es peut-être Français, Belge, Suisse, Américain, Australien, peu importe. Alors, les prix varient d'un pays à l'autre. Si tu veux voir les prix, je t'invite à aller dans la description. Je t'ai laissé un lien et tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. S'il y en a de disponibles dans ton pays. Ça va te permettre de trouver peut-être le meilleur prix pour toi. Et en passant, quand tu passes par ces liens-là, eh bien, je fais une commission sur les transactions qui se font en suivant le lien. Alors, si tu passes par là, je t'en remercie. Ça m'aide à acheter d'autres montres et faire des critiques comme celle que tu es en train de regarder. Mais, pour en revenir au prix, je crois que le prix est quand même raisonnable parce qu'on se retrouve avec une montre de qualité, avec une belle fabrication, qui fait plusieurs choses, qui te donne des données très justes. Je pense que le prix n'est pas injustifié. Par contre, quand on se met à regarder la compétition, et là je pense définitivement à Garmin, je veux dire, c'est le même type de montre qu'une Garmin Fenix. C'est une montre multisport. T'es à pas grand-chose. Tu dois juste mettre un petit peu plus d'argent et tu peux obtenir une Garmin Fenix de base. Par contre, c'est sûr que si tu vas vers une Garmin Fenix, je te recommanderais de mettre un peu plus d'argent pour avoir le verre en cristal de saphir pour Paul Graffini, parce que le modèle de base de la Garmin Fenix n'a pas de verre en cristal de saphir. Mais quand même, si tu prends une montre Garmin Fenix, tu vas avoir seulement un peu plus d'argent à mettre et ta montre va faire tellement plus de choses, incluant la cartographie. Alors, à toi de voir. Mais non, si on regarde uniquement la montre, je ne crois pas que le prix soit injustifié. Parlons maintenant de la compatibilité aux appareils qu'on peut lui brancher dessus. Donc, capteur cardiaque, capteur d'un podomètre, capteur de foulée, capteur de vitesse sur un vélo, peu importe ces choses-là. Bluetooth seulement. Donc, si tu as des appareils ANT ou ANT+, oublie ça, c'est Bluetooth seulement. Parlons maintenant du connecteur USB. L'idée est bonne, l'exécution moyenne. En gros, ça se connecte à l'arrière et je me souviens jamais de quel sens. Et tu vois, je viens de remarquer. Il y a un truc rouge ici et il y a un truc rouge là. Alors, c'est comme ça. Mais tu vois, même là, il est connecté. Ça se fait pas... Ça se fait pas toujours du premier coup et tu dois regarder dans quel sens il est. Parce que la première fois que tu vas venir pour le faire, tu peux aligner Polar avec Polar et ça fonctionne. Mais la première fois, j'essayais de le mettre à l'envers, ça fonctionnait pas, tu dois te tourner et ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait vraiment pu être mieux fait. Et c'est pas très solide. Je veux dire, si tu le prends par là et que tu shake un peu, ça tombe. C'est pas... J'aime les trucs qui utilisent les aimants pour se connecter, mais l'aimant est quand même
assez faible et tu dois réellement l'aligner comme il faut pour que la connexion se fasse. Donc, très moyen comme connexion. Pendant que j'y pense, je suis en train de t'en faire la critique, mais si tu veux regarder comment elle fonctionne, j'ai fait plusieurs tutoriels sur ma chaîne How-To et tu vas pouvoir aller les voir juste ici. En arrivant à la fin de la vidéo, retourne dans le coin, tu vas avoir le i ou dans la description en dessous. Je vais te laisser les liens vers ma playlist de tutoriels. Il y a même un tutoriel complet qui va te montrer comment l'utiliser. Ça peut être une autre belle option pour te faire une idée avant d'acheter la montre. Parlons ensuite de LiveTrack. LiveTrack, c'est une option qui est disponible chez Garmin. J'en parle parce que c'est une option qui n'est pas là, mais c'est une option chez Garmin qui te permet de déplacer et d'envoyer en temps réel ta géolocalisation. Donc, si tu veux qu'il y ait des gens qui te suivent pendant que tu es en train de faire une activité pour savoir où est-ce que tu es rendu, c'est possible de le faire chez Garmin. Chez Polar, c'est une option qui est juste pas là. Parlons maintenant de l'application et de la plateforme web. On en avait parlé un peu plus tôt. Juste revenir pour dire que c'est quelque chose qui est relativement assez bien fait. Je crois qu'il pourrait pousser l'application un peu plus loin, qui permettre de donner encore plus d'informations, qui nous permettent de voir un peu plus de choses. Par contre, au niveau interface, l'interface autant du site web que de l'application sur le téléphone est réellement très bien faite et agréable à regarder, contrairement à la montre. Tantôt, je te disais, c'est désagréable de naviguer dedans, d'aller voir les informations qu'on veut. L'application, c'est tout le contraire, est vraiment, vraiment très bien développée. Pas de lag. On se déplace bien dedans, c'est fluide. Tout va très, très bien dans l'application. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que la façon qui affiche les données, tes distances, ces choses-là, l'élévation que tu as faite, je trouve ça agréable à regarder. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très, très bien. Parlons ensuite du service à la clientèle. Et quand même, là, incroyable. Je leur ai envoyé un courriel. Je me souviens pas de ma question. Je pense que c'était justement par rapport à l'éclairage. Et j'ai eu une réponse en moins de 15 minutes. C'est assez incroyable. Et j'ai renvoyé quelques autres courriels et j'ai toujours eu des réponses en quelques minutes. Ça n'a jamais dépassé 15 minutes. J'ai l'impression qu'ils engagent une firme pour répondre aux messages parce que ça venait d'une adresse un peu bizarre. Et par contre, les fois que je leur ai écrit, ils m'ont répondu en temps de 15 minutes, mais c'était pour me dire qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Donc, au moins, ils répondent, mais les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. En fait, dans mon cas, ils n'ont jamais été satisfaisantes. Ils ne m'ont pas donné non plus de « Ah, merci, bonne idée, on va travailler là-dessus, ça va éventuellement venir sur une mise à jour. » Non, c'est « Ah, ben non, désolé, ça se fait pas. » OK. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de cette fameuse montre? Est-ce que c'est une montre que je te recommande? Ben, si tu es déjà dans le monde de Polar, que tu es habitué avec le monde de Polar et que tu aimes le monde de Polar, tu veux pas essayer d'autre chose, ouais, ça fonctionne très bien. Tu es conscient de tout ce que je t'ai dit que je crois qu'il reste à améliorer, mais pour vrai, si j'étais toi, je mettrais un petit peu plus d'argent et je m'achèterais une Fenix. Juste en faisant ça, tu vas obtenir un écran plus grand sur la même superficie. Tu n'auras pas le verre en cristal de saphir, à moins que là tu payes pas juste un petit peu plus, mais beaucoup plus. Tu vas te retrouver avec un connecteur USB qui a de l'allure. Tu vas te ramasser avec une batterie qui va durer beaucoup plus longtemps. Tu vas aussi te ramasser avec la cartographie. Voilà, c'est ce que j'en pense. Je pense que pour le montant de la montre, tu peux mettre un petit peu plus et avoir beaucoup mieux chez Garmin avec le modèle Fenix. Mais reste que c'est pas une mauvaise montre, mais c'est pas une montre que je te recommande personnellement. Alors n'oublie pas, si tu veux aller voir les tutoriels que j'ai faits sur la montre pour en savoir encore un peu plus, tu peux aller sur le lien en bas de la vidéo et tu vas aussi retrouver le lien vers ma playlist de critiques de montres. Si jamais tu te magasines une autre montre, il y en a plusieurs dont j'ai fait la critique et il y en a plusieurs d'autres à venir. Voilà.
Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. Oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!